en face d'un aspect de la résistance qui, à mon avis, n'est pas unique et pas tellement vrai. Pour vous, les résistants, vous les voyez à travers les films, à travers les romans, et vous avez l'impression qu'on se baladait avec une grenade dans chaque poche, qu'éventuellement on avait une mitraillette cachée et que derrière un platane, tac, 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 on pouvait descendre les ennemis. C'est pas commencé comme ça du tout. Ça a fini un peu comme ça, mais ça n'a pas commencé comme ça. Comment ça a commencé? Vous connaissez le programme d'histoire. Vous savez bien qu'au mois de septembre 1939, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, dont Hitler était le chef. Inutile de vous rappeler que celui qui était le chef en Grande-Bretagne, le chef du gouvernement en Grande-Bretagne, s'appelait Churchill. Et qu'en France, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui s'appelait Paul Reynaud. Et puis, la guerre a traîné comme ça en 1939. Et tout d'un coup, au mois d'avril 1940, les armées d'Hitler ont déclenché une guerre extrêmement rapide qu'on a appelée une guerre éclair, une Blitzkrieg pour ceux qui font de l'allemand. Et cette guerre éclair, elle a amené toutes ces unités motorisées allemandes depuis la Norvège jusqu'en France, avec les gens qui se sauvaient comme ils pouvaient devant, tellement on avait peur de ces nazis dont on savait que dans leur pays, ils avaient déjà créé des camps pour enfermer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Alors les gens se sauvaient. Et puis c'est arrivé jusqu'en France. C'est arrivé jusqu'en France et à ce moment-là, il y a eu une panique extraordinaire. Par exemple, les gens se sauvaient, passaient la Loire, essayaient d'aller le plus loin possible pour échapper à ces Allemands qui arrivaient. Et le gouvernement s'est sauvé de Paris aussi. Il a d'abord été à Bordeaux. Et là, on a dit, ouh là là, il faut mettre à la tête du pays maintenant quelqu'un qui saura nous défendre. Et on va chercher un militaire prestigieux. Et ce militaire prestigieux, on a trouvé un vieil homme qui était né en 1856. Vous voyez ce que ça donne en 1940? Né en 1856, il avait donc à ce moment-là 84 ans. Un vieil homme qui s'appelait Philippe Pétain, qu'on avait fait maréchal, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il avait la réputation, c'était le vainqueur de Verdun, c'est-à-dire d'une des boucheries les plus épouvantables de la Première Guerre. Alors le voilà qui est président du Conseil, qui se ramasse son état-major, ses ministres autour de lui, mais qui garde, à ce moment-là, au moment de la passation des pouvoirs, il y avait un personnage qui faisait la liaison entre l'état-major français, quand on fait une guerre, il y a un état-major à la tête des armées, et l'état-major anglais qui était à Londres. Ce personnage, c'était le colonel de Gaulle. Comme il était que colonel, et qu'il fallait qu'il aille discuter avec l'état-major britannique où il y avait des généraux très importants, on l'a nommé général. Et il se trouvait donc, là, vers le 17 juin, il se trouvait à Londres. Et le 17 juin au soir, voilà qu'on entend la radio française. D'abord, il faut vous dire ce que c'était que cette radio. Il n'y avait pas de transistor à ce moment-là. Il n'y avait pas non plus de télévision. Hein. Il n'était pas question, si pour ceux qui s'intéressent par exemple en ce moment, où il y a la course autour du monde, avec deux équipages, un breton et un équipage australien ou néo-zélandais, pas question de savoir si c'est trimaran, lequel arrive le premier, et qu'est-ce qu'on voit. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas de transistor, pas question non plus, par exemple au moment des Jeux Olympiques de Norvège, d'avoir dans sa poche un petit transistor, puis à la récréation ou à l'heure de la cantine, d'écouter pour voir si on avait ramassé une médaille d'or. Ça n'existait pas. Il y avait comme moyen d'information une radio qu'on appelait Radio Paris. Il n'y avait pas de radio libre. Radio Paris, qui avait été plus ou moins sabotée par les Français qui ne voulaient pas la laisser dans la main des Allemands. Mais les Allemands l'avaient raccommodée, bricolée, et il y avait des relais à travers la France, et Pétain disposait d'un de ces relais. Et le 17 juin au soir, Pétain annonce, comme ça, tranquillement, ben voilà, nous avons perdu cette guerre, c'est affreux, mais nous allons demander aux vainqueurs qu'ils nous accordent un armistice. Et il ajoute, ainsi, chacun va reprendre sa place au travail et au foyer. Et puis voilà, c'était le 17 juin. Et puis, ce de Gaulle qui était à Londres, et l'état-major britannique, ils entendent ça. Résultat, les Anglais se disent, mais ils nous laissent tomber, Pétain, on était ensemble, on faisait la guerre ensemble, on était alliés tous les deux contre Hitler, et voilà qu'ils demandent l'armistice, on reste tout seul, nous, en face d'Hitler.
Et puis, ce général de Gaulle n'était pas content non plus, et il demande à Churchill l'autorisation de parler aux Français depuis la radio de Londres. La radio de Londres, j'en reparlerai sûrement au cours de cet exposé, ça s'appelle la BBC. BBC, c'est les initiales, et si vous faites de l'anglais, vous savez bien que ça se prononce BBC. Alors, cette radio de Londres, le 18 juin au soir, eh bien, il y a la parole de Gaulle. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Celui-là, c'est un général, c'est un militaire de carrière. Il a vécu dans des casernes, il a fait la guerre très courageusement du côté de la Picardie, et c'est un militaire qui a l'habitude d'avoir sous ses ordres des soldats. Et qu'est-ce qu'il va dire en tant que militaire? Il va dire, eh bien voilà, moi je considère que, évidemment, nous venons de perdre une bataille très grave, c'est la bataille de France, mais la guerre n'est pas finie. Nous n'avons pas perdu la guerre. Alors je demande, dit-il, dans ce qu'on appellera ensuite l'appel du 18 juin, et du 19, parce que ça dure 2 jours son appel, je demande, dit-il, que les hommes, écoutez bien, les hommes en âge de se battre, les hommes qui peuvent être des soldats sur la terre, qui peuvent être des marins sur la mer, qui peuvent être des aviateurs dans les airs, par tous les moyens qu'ils essayent de me rejoindre. Et nous allons former une nouvelle armée française qui ne sera pas arrêtée par les armées allemandes, qui ne sera pas prisonnière, ça sera des Français qui seront libres. Ça sera les Français libres. Et je vous ai apporté, vous le regarderez tout à l'heure quand on posera des questions, pendant les questions, vous feuilletterez, vous regarderez ça, le brouillon. De Gaulle, il était comme tout le monde, quand il avait à parler, il commençait par préparer son texte, ensuite il le savait, et il pouvait en parler. Et vous verrez, comme vous, quand vous faites une rédaction, c'est plein de ratures, c'est tout gribouillé, en plus il a une écriture insupportable. Et vous le verrez tout à l'heure, c'est des photocopies, ça, de son appel du 18 juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un certain nombre de gens qui ont dit, mais il a tout à fait raison, on n'est pas vaincu. Les marins, des marins pêcheurs de l'île de Sein, des autres marins, des aviateurs, des marins qui étaient sur la mer dans des cargos, et puis des soldats qui n'acceptaient pas la défaite et qui se trouvaient, pour une raison ou pour une autre, soit en Angleterre, soit même en France, ils essaient de le rejoindre. Et il va avoir comme ça, autour de lui, une première forme d'opposition aux nazis qu'on va appeler les Français libres. Les Français libres, les forces françaises libres, ça fait, les initiales, c'est FFL, Forces françaises libres. Et je vous dis tout de suite que ces forces françaises libres, qui n'étaient pas très nombreuses au départ, elles ont commencé par créer une drôle de bagarre avec Churchill, parce qu'il y avait des tas d'autres gens en Europe qui avaient fui le fascisme, qui avaient fui Hitler, et qui venaient aider les Anglais à se battre. Et quand ils venaient, ben, ils s'engageaient dans l'armée anglaise. Il y avait des Polonais, il y avait des Tchèques, il y avait des Norvégiens, enfin tous les pays qui avaient été occupés, ceux qui n'étaient pas d'accord, ils venaient le rejoindre. Et les Anglais les embringuaient, les engageaient dans leur armée et leur mettaient sur l'épaule un tout petit signe de leur nationalité, norvégien, tchèque, hollandais, tout ça. Mais De Gaulle, il a dit, oh non, non, nous, on ne s'engage pas dans l'armée anglaise. On a reconstitué tous les Français, toute l'armée française est prisonnière. Nous, on est maintenant des Français libres en Angleterre. On ne peut pas nous arrêter et nous mettre dans des camps de prisonniers. Nous sommes des Français libres. Nous constituons une nouvelle armée. Ça va s'appeler donc, je vous le répète, l'armée des forces françaises libres. Et c'est pour ça, parce qu'il y avait une armée française à côté, ensuite des autres armées qui vont se battre, que ce que vous verrez l'année prochaine, quand on fera ce 50e anniversaire de l'abdication, de la reddition, de la capitulation des nazis, vous verrez qu'il y avait les Anglais, les Russes, les Américains, et puis les Français. Parce que les Français n'étaient pas un pays occupé, mais un pays qui s'était battu. Alors bon, voilà, mais mon De Gaulle, je le laisse avec son armée. Il va trouver des généraux pour organiser cette armée. Il va essayer de faire de la propagande, d'avoir une partie des colonies françaises. À ce moment-là, il y avait un empire français qui le rejoignent et qui vont se battre. C'est le sujet de votre devoir, ça aussi. La façon dont, hors de France, il y a des Français qui vont se battre dans ces forces françaises libres. Et ça va devenir très important. Et puis en France, ça se passe différemment. Parce que en France, on est un petit peu écrasé. On est très malheureux. C'est la défaite. Pétain avait bien dit que les gens allaient revenir, mais on ne les voit pas revenir. Et qu'est-ce qu'on voit sur les murs? Ça, c'est la première affiche que je vais vous montrer. Sur les murs, on voit cette affiche.
sur tous les murs en France, est accroché cette affiche. Tu veux lire aussi fort que je parle, moi? Vas-y, qu'est-ce qui est écrit? Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Bon, vous avez entendu? Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Et qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un grand soldat blond. Je dis toujours que ce jour-là, Hitler, il avait dû se regarder dans la glace quand il avait dit que la race supérieure, c'était des grands blonds. Vous vous rappelez comment il était, Hitler? Il était un petit brun, hein? Oui. Bon, alors faites confiance aux soldats allemands et vous voyez un soldat allemand qui tient un enfant français dans ses bras, hein? Et puis la petite fille, elle est à côté, parce que là aussi, il y avait des distinctions, il faisait des distinctions à ce moment-là, et on est censé aimer ce genre, c'est le soldat allemand. Alors il y a un personnage dont vous entendrez parler bien souvent pendant ce temps, dont vous avez déjà entendu parler, qui est un des grands noms de la résistance, qui s'appelle Jean Moulin, qui sortait de sa préfecture, il était préfet à Chartres, il est sorti, puis il a vu cette affiche, il a pris son stylo, il n'y avait pas de feutre, il n'y avait rien de toute cette espèce, il a pris son stylo et il a écrit dessous « Mais où donc est leur papa ?» En effet, les hommes étaient prisonniers, et au lieu de rentrer chez eux au travail et au foyer, comme avait dit Pétain, eh ben, des trains entiers les emmenaient dans les camps de prisonniers en Allemagne. Et ça, déjà les gens, ils se sont dit, mais ça va pas cette affaire-là, on n'est pas content. Et puis ces Allemands, cette armée allemande, elle est partout. Et il y a eu comme ça un certain nombre de gens, je dirais que ça s'appelait pas résistance, mais une des choses qui font que des gens se sont ensuite engagés, c'est qu'ils n'ont pas aimé la présence de cette armée étrangère. Disons que cette forme d'engagement, je l'appellerais un réflexe patriotique, si vous voulez. Réflexe patriotique qui faisait faire des actions individuelles. Tout à l'heure aussi, je vous ferai passer une photocopie de ce petit journal où vous verrez une mauvaise photographie parce qu'on n'avait pas des bons moyens à ce moment-là pour reproduire des photographies. Et sur cette photographie, vous allez voir la fin d'une histoire que je vais vite vous raconter. C'est un garçon qui s'appelait Mathieu, près de Lisieux, qui était élève dans une école professionnelle d'électricité, 16 ans, presque 17 ans. Il partait en vélo le matin pour aller à son école. Et qu'est-ce qu'il voit près des poteaux de téléphone? Des Allemands qui étaient en train de raccorder un grand fil pour s'installer une ligne téléphonique. Ben, il n'a pas aimé, il a dit ben, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Nous prendre, s'installer chez nous, installer comme ça. Et d'une manière un peu comme vous le feriez, vous, à votre âge, faire une bonne blague. Il descend de son vélo, il le met dans le fossé, il prend sa trousse à outils, sort sa pince, et puis il s'en va, il pense que personne ne le voit, il s'en va, et il coupe le fil téléphonique en disant « ça c'est une bonne blague, ils vont voir, ils seront obligés de tout recommencer ». Malheureusement, il l'avait vu, et tout à l'heure, quand vous regarderez, vous verrez que cette photo montre dans la cour de l'établissement où il était, l'établissement scolaire où il était, ça s'appelait une école professionnelle. Il y avait un poteau qui tenait le panier de basket dans la cour. Les Allemands l'ont attaché à ce poteau. Ils ont appelé un curé pour qu'il le console un peu, ce gamin. Et puis ils ont fait descendre dans la cour tous les profs et tous les élèves. Et puis un peloton d'exécution est venu et l'a fusillé. Évidemment, réflexe patriotique du garçon, ça entraîne ensuite ce même réflexe patriotique qui fait que les familles, les profs, les élèves qui vont rentrer chez eux, ils vont dire ben c'est les drôles de sauvages, ceux-là, fusiller quelqu'un simplement parce qu'il a coupé un fil téléphonique. Et ça va augmenter ce côté, si on peut dire, patriotique. Ça va continuer ce réflexe patriotique. La plus belle histoire, c'est celle aussi de ces jeunes à Paris. Les étudiants, pour le 11 novembre 1940, ils avaient vu avant Hitler défiler sur les Champs-Élysées, s'installer sous l'Arc de Triomphe, se considérer comme le maître de Paris. Ils n'avaient pas aimé, les jeunes, cette affaire-là. Et ils avaient donné comme consigne que le jour du 11 novembre, en bas des Champs-Élysées, ces grands Champs-Élysées qu'on remonte jusqu'à l'Arc de Triomphe, où il y avait le tombeau du soldat inconnu, tous les étudiants, les lycéens, les collégiens, tout ce qui était scolaire, se réunissaient pour monter jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et ils ajoutent, vous viendrez avec des cannes à pêche. Bon, les cannes à pêche, vous demanderez à vos grands-parents, avant, ça s'appelait des gaules. Une gaule, on dit encore gauler des noix. Une gaule, c'était, à ce moment-là, les cannes à pêche, ce n'étaient pas des petits instruments télescopiques qu'on déployait comme ça devant les rivières, c'était des grands roseaux. Et alors, ils sont arrivés avec des cannes à pêche, et on a mis au premier rang et sur les côtés des garçons et des filles avec une canne à pêche dans chaque main.
Et ils ont commencé de remonter les Champs-Élysées. Il y avait la Gestapo, la police française, plein de gens de répression comme ça sur les trottoirs. Ils ont commencé de remonter les Champs-Élysées, puis ils scandaient « De Gaulle ! De Gaulle !» Alors, je disais, les policiers disaient « Mais ils sont complètement fada, qu'est-ce que c'est que cette façon? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec des cannes à pêche ?» Puis il y en a un qui a dit « Ben oui, ils ont une drôle de façon. Ils disent De Gaulle. » Ah, puis tout d'un coup, l'esprit leur est venu, De Gaulle, mais ils parlent du général De Gaulle, c'est donc des opposants au maréchal Pétain et aux Allemands. Et à ce moment-là, il y a eu une course, ils en ont arrêté beaucoup. Il y en a qui vont être fusillés plus tard, il y en a qui vont partir en camp de concentration, il y en a d'autres qui seront libérés, mais on va faire un contrôle sévère sur leur famille pour voir comment que ça se passe ensuite avec eux. Et ça a été une manifestation d'opposition patriotique. On n'a pas été d'accord avec ça, on ne marche pas avec ça. Et c'est surtout les jeunes qui se sont engagés dans cet aspect patriotique. On n'accepte pas d'être comme ça, soumis à une armée étrangère qui vient faire les maîtres chez nous. Les maîtres tellement que, demandez quand vous faites vos enquêtes ici à Poitiers, la commandanture, c'était beaucoup plus important que la préfecture ou que le commissariat de police. C'était là qu'il fallait aller tout le temps pour chercher ses papiers, pour faire viser sa carte d'identité, pour avoir ce qu'on appelait un Ausweis, c'est-à-dire un laissez-passer pour passer dans la zone sud. Les gens n'étaient pas contents. C'est la première façon d'être pas content. La deuxième façon d'être pas content, c'est à cause du maréchal Pétain. Ce maréchal Pétain, j'appellerais ça le réflexe civique, si vous voulez. Réflexe patriotique d'abord, réflexe civique après. Pourquoi ? Mais parce que ce maréchal Pétain, il était devenu le chef du gouvernement, mais il voulait être encore beaucoup plus. Et alors, il avait, le 8 juillet 1940, réuni ensemble la Chambre des députés et le Sénat pour constituer ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Vous en avez vu, ça, il n'y a pas longtemps, ils ont été à Versailles à propos d'une histoire du droit d'asile. Et là, il a demandé à tous les parlementaires qui étaient là, est-ce que vous acceptez que le maréchal Pétain modifie la Constitution? Il y en a 80 qui se sont méfiés sur les 600 et quelques, on dit non, on n'est pas d'accord, on vote contre. Que 80. Donc la grosse majorité a accepté la modification de la Constitution. Bon, on n'y a pas tellement fait attention le premier jour, dans les journaux, le lendemain c'était écrit, mais bon, on s'en est pas tellement préoccupé. Mais voilà que 2 jours après, paraissent dans le journal officiel un certain nombre de textes qui montrent qu'on avait supprimé la République. On ne parlait plus de République, on disait le maréchal Pétain est le chef de l'État français. Chef de l'État français, c'est lui qui nomme les ministres, qui nomme les préfets, lesquels nommeront les maires. Il n'y aura plus de conseil municipal, il n'y aura plus de conseil général. Vous savez, en ce moment, on est en train d'élire des conseillers généraux. Supprime tout ça. Donc, il n'y a plus d'élection. Alors là, réflexe civique, il y a des gens qui se disent, mais enfin, et moi qui étais prof d'histoire, je fais partie de ces gens-là aussi. Les gens, ça m'agaçait, ces Allemands qui étaient partout et qui voulaient tout diriger, qui rentraient dans les magasins, qui étaient servis les premiers, quand on était dans le métro ou dans l'autobus, qui se levaient en disant, Madame, voulez-vous vous asseoir? On disait, non, je suis mieux debout, parce que ça nous énervait, cette façon d'être correct, comme ils disaient. Mais là, j'étais encore bien plus fâchée, parce que quand on est professeur d'histoire, on apprend avec les élèves que petit à petit, la France est passée d'un régime de féodalité à la monarchie absolue et à la République. Le 14 juillet 1789, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On pensait qu'on avait fait un grand chemin. Et puis ensuite, le suffrage. Qui est-ce qui va voter? Au début, il y avait qu'une certaine catégorie, petit à petit d'autres. Et voilà qu'en 1848, à la suite d'une petite révolution, on dit le suffrage est universel. Pas tout à fait, mais il y avait tous les hommes qui votaient. Et maintenant, il n'y a plus besoin d'une carte d'électeur. Alors, réflexe civique, on se dit ça ne va pas. On n'est pas d'accord avec ces choses-là, ça ne marche pas. On ne peut pas accepter qu'il n'y ait plus cette carte d'électeur. Et puis, à ce réflexe civique, va s'ajouter un autre aspect. Déjà, on a réfléchi, hein. On réfléchit, on est mal à l'aise avec ces Allemands qui sont là. On réfléchit en disant, mais enfin, ça ressemble drôlement au régime de Mussolini ou à celui d'Hitler, cette affaire, ou de Franco. Nous, on veut être un pays de liberté, une démocratie, une république. Travail, famille, patrie, on aime mieux liberté, égalité, fraternité. Et puis voilà que paraissent d'autres décrets. Il y en a un
qui s'appelle « On revise les décrets de naturalisation ». C'était des gens qui jadis étaient étrangers, qui viennent s'installer en France, parce que, ou bien pour des raisons politiques ou des raisons économiques, qui sont venus travailler dans les mines, ou bien qui étaient des universitaires ou des médecins qui venaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Mussolini ou Hitler. Ils se marient en France, ils ont des enfants qui vont en classe, et voilà qu'on leur supprime leur nationalité française. Alors ils deviennent des étrangers, et Pétain dit, les étrangers, on les met dans des camps. Et Hitler dit, on me livre les gens qui sont dans les camps. Alors ça va, il y a des gens qui vont réfléchir, qui vont dire, mais ils n'ont rien fait ces gens-là. On les a acceptés, ils nous ont rendu service. Il y en a un, comment ça se... On ne peut pas accepter une chose comme ça. Mais c'est que ça continue. Dans le 3 et le 4 octobre 1940, va paraître un autre décret qui s'appelle le statut des Juifs dans la fonction publique. Ça, c'est très important. C'est là que, vraiment, il y a des gens qui vont encore plus réfléchir et être encore plus mécontents. Vous voyez, ça ne commence pas avec des grenades. Ça commence parce que quand on a une tête et quand on a un cœur, on réfléchit puis on ouvre son cœur. Et bien voilà, au mois d'octobre, début octobre, statut des Juifs dans la fonction publique. Un exemple personnel, puisqu'on vous a dit que je raconterai un petit peu aussi ce qui m'est arrivé. J'étais professeur à Lyon. Ça s'appelle statut des Juifs dans la fonction publique, cette affaire-là. J'étais professeur à Lyon, dans un lycée. C'était un lycée de filles. À ce moment-là, les lycées n'étaient pas mixtes. Notre directrice s'appelait Madame Brunswick. C'était un nom difficile à écrire et à prononcer. C'était une femme qui était une physicienne très savante. Elle avait fait partie du laboratoire de Pierre et Marie Curie. Vous savez, ceux qui ont trouvé le radium. C'était donc un personnage. Et puis, après avoir été professeure, elle était devenue directrice de ce lycée. Et le 5 octobre, elle entre dans la salle des profs à la récréation, comme tout à l'heure. Moi, j'étais dans la salle des profs, ils sont arrivés, on a passé, on a bu une tasse de café, on s'est dit bonjour. Elle rentre, on dit tiens, la directrice qui vient pendant la récréation. Et elle vient et elle nous dit, mesdames, je viens vous dire au revoir. Ah, pourquoi? Eh bien, je suis révoquée parce que je suis juive et je suis révoquée par le gouvernement de Vichy. Alors, je quitte mon poste. Au revoir, mesdames. Et elle sort dignement, elle s'en va. On s'est regardé, les professeurs, on s'est dit, mais ça va pas cette affaire-là, c'est pas juste. Elle n'a rien fait de mal. C'est une savante, on a beaucoup de respect pour elle. Elle a un nom qui est très connu dans le domaine de la physique, dans le domaine de l'histoire des sciences dans notre pays. Ça va pas, on n'est pas d'accord avec ça. Et puis, au tri postal, là, à Lyon, à Perrache, voilà qu'on apprend qu'un des inspecteurs des PTT, c'est un fonctionnaire aussi, les gens des PTT, il était renvoyé parce qu'il était juif, lui aussi. Et puis on apprend qu'un grand médecin de l'hôpital de Lyon, qui avait une renommée extraordinaire, est renvoyé parce qu'il est juif. Il ne peut plus être fonctionnaire dans les hôpitaux. Et puis ça arrive aussi chez un percepteur. Ça arrive même chez les gendarmes. Il y en a un qui était d'origine, il s'appelait David, il était d'origine juive, il est renvoyé. Alors on continue à dire, mais ces choses-là, c'est pas juste, on n'est pas d'accord avec ça, on ne peut pas l'accepter. Et à partir du moment où vous dites c'est pas juste, c'est parce que vous avez réfléchi et que vous êtes en face d'une injustice. Alors vous voyez, réflexe patriotique, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Réflexe civique, on veut garder la liberté. Réflexe du cœur, mais c'est pas juste. On ne va pas créer une société à plusieurs vitesses où il y a des gens qui seront inférieurs et qui n'auront pas le droit de bouger. Alors on est mal, on est un certain nombre de gens qui se disent on ne peut pas être d'accord avec ça. Et voilà qu'apparaît qu'un beau jour, tout de suite après, voilà un premier journal. Vous savez, la presse, elle était, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà un journal qui sort, s'appelle L'Œuvre. C'est un journal autorisé. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce journal? Sur ce journal qui est du mois d'octobre 1940, vous le voyez bien, je vous le regarderai de plus près tout à l'heure. Dans ce journal d'octobre 1940, on voit Hitler d'un côté, Pétain de l'autre, et si on lit très fort ce qu'il y a décrit, qu'est-ce qu'il y a décrit? L'entrevue du chancelier Hitler et du maréchal Pétain. Entrevue du chancelier Hitler et du maréchal Pétain. Ensuite, A eu un caractère décisif. Et après, Collaboration franco-allemande. Collaboration franco-allemande. Pétain, maréchal de France, que les gens respectaient, qui nous avait déjà raconté une drôle de blague, qui nous avait menti en disant chacun reprendra sa place au foyer et au travail, voilà qui s'en va serrer à Montoire
près de Tours, c'est pas bien loin d'ici, il s'en va serrer la main de ce voyou d'Hitler. Ça se fait pas, un maréchal de France qui s'en va voir un bandit comme Hitler. En plus, collaboration franco-allemande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et le journal raconte ce que c'est que cette collaboration. Collaboration économique. Les Allemands ont le droit de réquisitionner les produits industriels et les produits agricoles de France. Produits industriels, sur le moment, on n'en a pas eu tellement conscience, mais produits agricoles, eh bien, on nous donne des tickets, on nous donne une carte de rationnement parce que le blé, il va partir du côté de l'Allemagne. Et nous, on n'aura pas autant de pain qu'on voudra. Les pâtisseries, elles vont presque toutes fermer parce que c'est du supplément, ça. On va avoir une carte de pain, on n'en aura pas beaucoup. La viande, elle va partir aussi. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura 100 grammes de viande toutes les semaines. Ça va pas. Et le vin, la France qui est un pays où il y a de si bons vins, on aura 1 litre de vin tous les 10 jours. Et le fromage, on va nous le compter au compte-gouttes aussi, c'est pas possible, ça va pas. On est mécontent, on continue de dire c'est pas juste. Et à force de dire c'est pas juste, chacun chez soi, on se dit ben faut quand même qu'on s'explique avec les autres. Moi dans mon lycée, à la fin du mois d'octobre, quand on a touché notre salaire du mois d'octobre, on s'est regardé, un certain nombre de mes collègues, puis on a dit mais et Madame Brunswick, qu'est-ce qu'elle va avoir elle? Ben, Madame Brunswick, elle est révoquée, elle n'a plus rien pour manger. Alors on s'est dit, mais il faut l'aider. Et on a sorti, parce que dans ce temps-là, on touchait sa paye dans une enveloppe. L'intendant nous l'apportait, on n'avait pas de carnet de chèques et de choses comme ça. Elle nous apportait notre compte. Alors on a sorti chacun un peu quelque chose pour lui constituer une aide, pour l'aider. Et puis dans le bureau de tri postal, ils ont fait pareil, les facteurs, pour aider leurs copains qui avaient été révoqués. Et puis, ils ont fait pareil aussi à l'hôpital. Les internes d'un côté, les infirmières, les infirmiers l'ont fait aussi. Ils ont protesté, ils n'étaient pas d'accord et ils se sont dit, mais il faut qu'on aide ces gens-là. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Oui, mais il faut que ça sache partout, cette chose. Et c'est comme ça que commence la résistance. La première arme de la résistance, c'est cette protestation. On n'est pas d'accord, ils sont là chez nous, ils nous embêtent. Ils se conduisent comme des maîtres, on n'est pas d'accord, on n'a plus le droit de voter, on n'a plus le droit de donner notre avis sur ce qui se passe dans notre pays, on n'est pas d'accord. On fait une société à plusieurs vitesses, quelqu'un parce qu'il est étranger, quelqu'un parce qu'il est juif, il est considéré comme en dessous des autres, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord. Première forme de la résistance, à ce moment-là, vous pouvez mettre le mot résistance, même déjà avec un grand R. Cette première forme de le mot résistance, c'est la protestation. On n'est pas d'accord. Vous avez vu, je vous l'ai amené de loin, cette protestation, mais vous avez bien compris. Deuxième forme de la résistance, parce que maintenant on peut aller vite, on a bien compris comment ça fonctionne. Deuxième forme, si on n'est pas d'accord, il faut bien que les autres le sachent. Vous êtes dans une classe de 3e, il se passe quelque chose qui ne vous a pas plu. Il y a un élève qui a triché, ou il y a un prof qui a noté trop sévèrement. Enfin, il y a eu un incident. Et vous avez dit, c'est pas juste. Mais vous gardez pas ça pour vous dans votre classe. Vous allez voir les copains et les copines qui sont dans l'autre classe de 3e et vous lui dites, ben dis donc, il s'est passé ça, nous on n'est pas d'accord, mais on voudrait bien que vous le sachiez. La deuxième arme de la résistance, c'est l'information. On le fait savoir. Vous voyez comme ça va vite maintenant. Je vous ai bien expliqué pour commencer lentement pourquoi, quand on réfléchit, on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on réfléchit encore, on dit il faut que les autres le sachent. C'est l'information. Et comment est-ce qu'on va informer? Vous, c'est facile, c'est facile. Vous sortez dans la récréation et vous le dites à vos copains ou copines des autres classes. Nous, dans la France, c'était pas question d'envoyer un article à un journal. Tous les journaux étaient des journaux censurés. La censure, c'était des gens qui contrôlaient ce qu'il y avait dans le journal et qui ne laissaient pas passer ce qui ne leur plaisait pas. On ne peut donc pas écrire un journal. On ne peut pas non plus parler à la radio. La radio, elle est tellement dans les mains des Allemands qu'il y a un slogan qui dit « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Donc on ne va pas se servir de la radio, puis il n'y a pas de radio libre. Puis il y a très peu de postes de radio. En plus, ce n'est pas des transistors, c'est des postes qui marchent. Il faut avoir l'électricité pour que ça fonctionne. Alors comment on va faire? On ne peut pas faire une réunion publique. C'est défendu de se réunir à plus de 3 personnes. On ne peut donc pas parler, on ne peut pas... Il faut qu'on trouve un autre moyen, ben on va l'écrire. On va l'écrire. Et moi, ça c'est une chose, j'ai été 30 ans professeur d'histoire, et ça je le sais bien, parce qu'ensuite, j'ai été élève avant.
Et bien, je sais très bien qu'elle qui est là, à qui je viens de faire lire ce texte du journal L'Œuvre, si elle avait une petite réflexion à faire sur ce que je dis, ou si, suppose que j'ai un bas filet, je suis sûre qu'elle trouverait une fille à qui l'expliquer, elle prendrait un petit bout de papier, et puis elle écrirait ça sur le bout de papier, ça passerait derrière, même si sa copine est là-bas au fond, le papier il arriverait. Parce qu'on ne peut pas empêcher un bout de papier d'arriver. Un tract, que ça s'appelle, un petit bout de papier sur lequel on écrit ce qu'on pense, ça passe toujours. Même sur les régimes les plus autoritaires, on y arrive. On arrive à le faire passer. Alors on s'est dit, ben, pour informer, il faut faire des tracts. Mais maintenant, vous autres, vous savez bien ce que c'est. D'abord, il y a tous les machins publicitaires, tous les papiers qu'on vous distribue dans la rue. Et puis quand il y a un événement important, politique ou social, soit devant une usine, soit même devant un lycée, devant une université, eh bien, il y a des gens qui vont avoir fait un petit tract pour expliquer de quoi il tourne, et puis qui vont s'installer, puis qui vont le distribuer. On ne pouvait pas le distribuer comme ça, nous d'abord. Premièrement, il fallait le faire. Première difficulté, il faut le faire. Comment est-ce qu'on va faire pour le faire? Il y avait, moi dans le lycée où j'étais, il y avait une machine à écrire. Le traitement de texte, ça n'existait pas. Vous autres, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui savent déjà s'en servir de ça. Moi, j'ai jamais rien compris. Mais enfin, c'est parce que je suis trop vieille pour apprendre ça. Et puis que j'ai une secrétaire qui le fait pour moi. Mais taper à la machine, il faut trouver où sont les lettres et tout. On a heureusement, la secrétaire de cette directrice, elle a bien accepté de faire sur un petit bout de papier ce qu'on pensait et ce qu'on voulait faire dire dans d'autres lycées. Il est probable, ça s'est passé pareil, dans un hôpital, ou chez les postiers, ou chez les gendarmes, ou ailleurs. Oui, mais une fois qu'on en a un, il faut le reproduire. Il n'y a pas de photocopieuse, ça n'existe pas, les photocopieuses à ce moment-là. Vous voyez la technique comme c'est important, hein. Nous, maintenant, on sait tout ce qui se passe dans le monde avec les transistors et la télé. J'ai un document ici, supposez que votre professeur trouve que ce document, il faut justement qu'il soit dans le dossier de ceux qui font le concours de la résistance. Il va me dire, prêtez-le-moi, madame. Et puis en 3 minutes, à la photocopieuse, il en aura. Il peut même en avoir plusieurs s'il veut. Bon, ça n'existait pas. On avait des carbones, on pouvait faire taper 5 à la fois, on pouvait les reproduire à la main aussi. C'était déjà des grosses difficultés. Il y avait aussi des espèces de renéos, enfin c'était très compliqué. Puis ensuite, il faut les distribuer. Ça, c'est pas seulement une difficulté de distribuer quelque chose où on montre qu'on n'est pas d'accord, où on montre, où on informe qu'il y a une injustice qui s'est faite, qu'il y a des gens qui sont persécutés simplement parce qu'ils ne sont pas nés comme tout le monde ou parce qu'ils ont des opinions qui ne plaisent pas à Pétain. Ils sont communistes, ils sont socialistes, ils sont syndicalistes ou ils sont francs-maçons. Est-ce que je sais, moi? Mais enfin, ils ont des opinions qui ne plaisent pas à Pétain. Difficulté pour fabriquer le tract, difficulté pour le distribuer, parce que là, le danger commence. Si on se fait prendre, on va en prison ou on a une amende. Dans le moins mauvais des cas, au début, on paye une amende. Et puis petit à petit, ben, on va en prison. Le danger, il commence avec le souci d'informer les autres. Tant qu'on proteste pour soi tout seul, on peut ronchonner dans son coin, ça ne fait rien. Mais à partir du moment où on informe les autres, on fait un acte public, on a des difficultés et on est en danger. Et puis, la troisième arme de la résistance, vous l'avez deviné déjà à travers ce que je vous ai dit, puisque je vous ai dit, on ouvre son cœur. Il y a des femmes, le mari a été arrêté, il est en prison, le concierge portugais a vu sa naturalisation enlevée, il a été emmené en prison, l'espagnol, ou le polonais, ou l'italien, et la femme de quoi elle va vivre? Bon, ben les voisines, elles vont l'aider. Ça, quand on ouvre son cœur, ça s'appelle la solidarité. Les 3 aspects importants pour que vous compreniez et que vous soyez capable, si par le plus grand des malheurs, mais je suis sûre que ça ne peut pas arriver, parce que maintenant, les jeunes, ils sont bien trop conscients des dangers que ça représente, le fascisme. Si jamais il arrivait un truc où on n'a plus de liberté, eh bien, vous n'auriez pas les mêmes ennemis que nous. Vous auriez plus de difficultés, parce que les moyens de détection, tout ça, déjà pour faire des faux papiers, c'est un autre boulot. Mais, vous voyez, c'est comme ça que ça commence. On réfléchit, c'est à la portée de tout le monde de réfléchir. On a une tête, on a une cervelle dedans. On réfléchit. Quand on a réfléchi, on a une langue. Bon, il y a quelques muets, mais enfin, c'est pas ça l'important. On a une langue. Alors on proteste. Quand on a protesté, on voudrait que les autres le sachent. Alors on l'écrit. C'est l'information. Et puis on se dit, et puis les autres qui l'ont su se le disent aussi, mais on ne peut pas laisser les gens dans le pétrin, il faut les aider. Et les aider, ça s'appelle la solidarité. Voilà. Protestation, information, solidarité. On y est en plein dans la résistance.
Oui, mais ça ne suffit pas de dire, cette femme, elle est toute seule pour élever ses gosses, on va lui repasser les chaussures des nôtres, ou on va sur nos tickets d'alimentation faire quelque chose. Mais et ce mari, il a réussi à se sauver, la police ne l'a pas pris. On va le cacher, on va ouvrir sa porte, on va mettre un matelas par terre, on va mettre un peu moins de choses dans une assiette, parce qu'il faut faire une assiette de plus. On peut le faire 8 jours, on peut le faire 15 jours, on ne peut pas le faire pendant des mois. Parce que pendant des mois, d'abord, il deviendrait fou, le type à être enfermé. Il veut retourner se battre, il veut prendre une part à cette bagarre contre ce régime de Vichy et contre les Allemands. Mais s'il sort et qu'on lui demande sa carte d'identité dans la rue, ça y est, il est ramassé, il retourne en prison, avec en plus le délit de fuite. Eh bien, c'est à ce moment-là que les difficultés vont continuer et que les dangers vont s'accroître, parce qu'on va devenir des faussaires, on va faire des faux papiers. On va faire des faux papiers. Au début, on fait des vrais faux papiers. On cherche... Moi, dans mon lycée, il y avait la femme qui était professeure de dessin. C'était une artiste extraordinaire. Elle pouvait recopier un cachet de commissariat de police ou de commandanture. Personne ne pouvait deviner que c'était un faux, tellement elle les imitait bien. Mais par exemple, les cachets secs, on ne pouvait pas les faire. Vous savez, les cachets secs, c'est ceux qui, quand on passe les doigts, qui marquent une empreinte, parce qu'ils ne sont pas faits à l'encre, ils sont en relief, ceux-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On peut faire des faux papiers comme ça, mais il faudra en trouver des autres qui correspondent vrais. Et voilà des gens qui vont s'investir dans la résistance parce qu'ils ont compris qu'il y a des choses qui sont injustes et qu'il faut qu'ils aident. Par exemple, dans les communes, renseignez-vous auprès des vieilles personnes. Avant, dans les communes, le secrétaire de mairie, dans les petites communes, dans les petits villages, c'était souvent l'instituteur ou l'institutrice qui tenait le registre d'état civil. Moi, dans la commune, je suis originaire de Saône-et-Loire, et dans ma petite commune, c'était celui qui avait été l'instituteur de la classe unique qu'il y avait dans mon village, qui était le secrétaire de mairie. Ben, j'ai été le voir, puis je lui ai expliqué, il m'a dit, mais dis donc, je t'ai pas appris ça. Quand tu venais à l'école, je vous apprenais qu'il fallait jamais tricher, qu'il fallait jamais mentir, mais qu'est-ce que tu me demandes là, de faire des fausses cartes? Alors je lui ai expliqué, il faudrait que dans le registre d'état civil, vous trouviez quelqu'un qui habite plus en France ou qui est prisonnier de guerre, qui est loin, et puis vous me faites une vraie carte d'identité, mais avec la photo que je vais vous apporter. Alors regardez bien si vous trouvez quelqu'un qui a 22, 23 ans, et puis qui n'est plus là. Et puis je vous apporte la photo, et vous lui mettrez l'identité de la personne du village. Alors, il a tiré, puis après il a dit oui. Et il y a beaucoup de secrétaires de mairie qui ont fait ça. On s'est trouvé comme ça avec des identités valables. Moi, j'avais une fausse carte aussi. Parce que, bon, j'étais professeur sous mon nom, bien entendu. Mais comme j'étais entrée dans la résistance très tôt, parce que, pas entrée dans la résistance, c'est une expression que j'aime pas, mais j'avais contribué à créer un mouvement de résistance. Et puis, il y a d'autres gens qui nous avaient rejoints. Alors, quand j'allais, les jours où j'avais pas classe, à Toulouse ou à Limoges ou à Grenoble, pour porter des journaux, pour essayer de trouver un professeur qui serait d'accord avec nous, parce qu'on cherche en général dans son milieu professionnel, ou peut-être dans sa famille, des gens comme ça. J'avais une fausse identité qui était formidable. Toutes les fois que la police me demandait mes papiers, qu'il la regardait, il me disait au revoir, très bien mademoiselle. Mon alliance, j'étais déjà mariée, je me suis mariée en 1939. Mon alliance, je la pendais après mon collier. Ils ne se sont jamais aperçus, ils ont cru sans doute que c'était une forme de décoration. Et je m'appelais mademoiselle Guylaine de Barbentane. C'est un beau nom, hein? Et c'était une vraie, celle-là. Mais elle n'habitait pas la France, elle habitait le Maroc. Et Guylaine de Barbentane, je me serais appelée Marie Dupont, comme fausse identité, il est évident que la police aurait fait un contrôle. Mais là, ils n'ont pas fait de contrôle. Et on a eu comme ça tout un tas de faux papiers. On a organisé la résistance avec beaucoup de difficultés, et on a pris des dangers, parce que se faire prendre avec des faux papiers, puis nos dangers, ils ont été accentués, parce que quand on a des faux papiers, il faut quand même pouvoir se nourrir. Alors il faut avoir des cartes d'alimentation, des cartes de textile, des cartes de tout. Ben là, on va aussi passer de l'autre côté de la barrière, et on va commencer de voler. Alors de temps en temps, avec la complicité d'un employé de mairie, eh ben, on l'attachait le jour où les cartes arrivaient, avant qu'elles soient distribuées aux gens qui faisaient la queue. Eh ben, on faisait comme si on faisait un hold-up, on passait par derrière, on le ficelait sur sa chaise, et puis on repartait avec les tickets. Puis après, on a su les faire. On avait des imprimeries pour les faire. Mais on s'est dit, c'est pas suffisant, il faut quand même aller plus loin, parce que vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, dans les petits papiers que je vous ai apportés, les premiers tracts qui sont comme ça, tapés à la machine.
c'est pas tellement, il fallait qu'on fasse quelque chose de plus important. Et faire quelque chose de plus important, ça supposait plus de papier. Le papier, il était sévèrement contrôlé. On ne pouvait pas l'acheter en vente libre, ce papier. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Difficulté pour faire ce journal, parce qu'on s'est dit, après tout, on n'est pas d'accord, et tout ça, on a fait des tracts, mais si on faisait un vrai journal, ça serait quand même mieux. Et un vrai journal, c'est pas bien gros, les journaux de la Résistance. Voilà, ça fait ça. En voilà un là. En voilà un, c'est un vrai. Un vrai, il est bien plus vieux que vous, hein, celui-là. Si j'arrive à l'ouvrir en deux, voilà. Là, il est grand comme ça. Je prends le journal de la collaboration. Regardez-le comme il est grand, le journal de la collaboration. En plus, il a 4 pages. Les doubles, là. Les doubles, il a 4 pages. Regardez celui-là. Sur une page, il en tient 3. Il en tient 3 facile. Eh bien, si on connaît dans une imprimerie un ouvrier qui accepte de camoufler un petit peu du papier, des gros rouleaux de papier, s'il en fait tomber un petit peu à gauche et qui pourront servir ensuite pour nous fabriquer notre journal à nous, c'est déjà une difficulté de vaincu. On peut aussi en acheter au marché noir, mais là, haute difficulté, il faut trouver les sous. Alors, les sous, au début, on va se cotiser parce que c'est pas commode d'avoir de l'argent. Et puis, il faut les éditer, ces journaux. Maintenant, ça va tout seul, il y a des machines, si vous visitez une imprimerie, ça va à toute vitesse. Nous, ça n'allait pas vite comme ça. Il y avait dans une imprimerie, il y avait autant de caisses, de boîtes, qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Et puis on prenait une pince et sur une réglette, on mettait, c'est pour ça que les typographes faisaient jamais de faute d'orthographe, parce qu'ils savaient très bien préparer leur texte. Puis après, on arrivait à avoir ce qu'on appelait un plomb. Et ces plombs, il fallait ensuite les dispatcher dans différentes imprimeries pour pouvoir les imprimer sans se faire prendre. On pouvait pas. Mais comme c'est pas tellement gros, un journal comme ça, quand ça sortait de l'imprimerie, quand vous en avez une centaine, ça fait la taille d'un cahier, ça fait comme un gros cahier. On peut assez facilement le sortir, puis aller le donner dans une ville. Mais on ne peut pas non plus le distribuer n'importe comment. Bon, ben moi, si j'en avais un petit paquet, en dehors de ceux que je transportais pour d'autres ailleurs, ben dans la salle des professeurs, si j'étais toute seule, j'en glissais dans leur casier. Parce qu'on ne disait pas ce qu'on faisait, bien entendu. Et puis, d'autres fois, on les mettait dans des annuaires téléphoniques, à la poste. Enfin, on essayait de se débrouiller pour dans les boîtes aux lettres chez les gens, dans une maison, par exemple. Des choses comme ça, on essayait de les distribuer comme ça. Évidemment, si on se fait prendre avec un journal comme ça, on porte atteinte à la sûreté de l'État de Vichy et on est l'ennemi du Grand Reich. Alors là aussi, on risque la prison. Les dangers s'augmentent aussi avec tout ça. Et voyez-vous, c'est comme ça que ça a commencé, notre résistance. Ça a commencé de cette manière-là, et c'est seulement après que la résistance est devenue plus... D'abord, on avait plein de petits mouvements, parce que c'est pas... Nous, on s'appelait Libération dans notre mouvement. On était un tout petit groupe de gens, et puis on a essayé d'avoir des gens. D'autres s'appelaient Combat, d'autres s'appelaient Francs-Tireurs, d'autres s'appelaient Défense de la France, Alliance. Enfin, il y avait des tas de mouvements différents. Et on faisait à peu près tous la même chose. Un service social pour aider ceux qui étaient en difficulté, un service de faux papiers, parce que ça, c'était très important. Et puis on s'est dit, mais la guerre, elle va finir un jour. Alors on n'est pas que des gens qui protestent, qui informent et qui aident, on est aussi des gens qui se battent. Bien sûr, on n'a pas d'uniforme. Il y a les forces françaises libres de l'autre côté, mais on va peut-être pouvoir se battre, nous aussi. Alors pour ça, il faut qu'on se prépare. Et comment on va se préparer ? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? C'est la récréation? Ah ben, il faut que je vous laisse du temps. Ah ben, ça va. Il est la demi, là, hein. Ah ben, dites donc, vous avez une drôle de musique, hein. C'est toujours comme ça? Ah, c'est joli. C'est mieux que les grands machins, les grands soufflets. Ah ben, ça va, ça va. Moi, il me faut encore un bon quart d'heure. Puis après, je leur laisse la place. Alors, on s'est dit, il faut qu'on s'organise pour se préparer à pouvoir se battre. Alors, un petit peu comme quand on est jeune, on était jeunes d'ailleurs, les uns et les autres, les unes et les autres, on s'est dit, on va faire une armée secrète. Mais cette armée secrète, elle va se préparer, mais il faut qu'elle soit clandestine, que personne s'en doute. C'était un peu un jeu, si vous voulez, à ce moment-là. Alors, armée secrète, on est 6, on appelait ça des sizaines, et l'un de chaque sizaine, il y en a un qui en connaît un autre dans l'autre sizaine. Ça allait bien. Oui, mais on ne se bat pas avec ses mains, il faut avoir des armes. Et c'est là qu'on va s'apercevoir ce que c'est que le fascisme, ce que c'est que la présence des nazis
en plus de tout ce que je vous ai dit, et ce que c'est que de la collaboration du gouvernement de Vichy avec eux. En France, on était enfermés, comme dans un grand ghetto, comme dans une grande prison. On rentrait chez soi, mais c'était quand même une prison. Au sud, il y avait les Pyrénées, puis de l'autre côté, il y avait Franco. Franco, il n'était pas d'accord avec la résistance, il était copain d'Hitler, qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. De l'autre côté des Alpes, il y avait Mussolini. Il était l'allié des Allemands. Ensuite, il y avait la Suisse qui était neutre. Et puis après, il y avait l'Allemagne, qui allait jusqu'à la Manche, qui nous avait pris l'Alsace, une partie de la Lorraine, qui occupait le Luxembourg, qui occupait la Belgique, qui s'en allait jusqu'à la Manche. On était là, il y avait la Méditerranée, l'océan Atlantique, la Manche. On a beau bien savoir nager, hein, c'est loin pour aller dans un autre pays. On était comme enfermés là-dedans. Comment est-ce qu'on va recevoir des armes? Eh bien ça va être la dernière chose que je vous ai expliquée. On va finir par avoir des armes parce que cette résistance, elle ne va pas être simplement le fait de gens qui se révoltent contre cette occupation, qui se révoltent contre les injustices et qui aident ceux qui sont malheureux, mais cette résistance, elle va avoir des alliés extérieurs. Je dis des alliés, parce que voilà les événements que vous avez sans doute appris en histoire, mais je vais vous les redire vite pour que vous ne les oubliez pas. Le premier événement, c'est au mois de juin 1941, les nazis envahissent, ça s'appelait l'Union soviétique à ce moment-là. En juin 1941, voilà, les alliés qui envahissent, les nazis qui envahissent l'Union soviétique. En France, on se dit, eh ben, ils sont fichus. Ils sont fichus, parce qu'on se rappelait tous que Napoléon Ier, quand il était parti faire sa campagne de Russie, ben, il y avait laissé, dans les neiges et les glaces de la Russie, il avait laissé sa grande armée. Donc ça nous avait déjà donné du courage, ça. Ça ne nous donnait pas des armes, mais ça nous augmentait notre courage. Et puis le deuxième grand événement qui va venir et qui va être à l'origine des armes qu'on va recevoir, c'est au mois de décembre 1941. Vous savez ce que c'est, Pearl Harbor? Hein? Qu'est-ce que c'est? Très bien, ils le savent tous, c'est bien. C'est la base américaine du Pacifique, les gros bateaux de guerre américains du Pacifique qui sont coulés par les Japonais. Ils ne sont pas contents. Qui était le président des États-Unis à ce moment-là? Roosevelt, voilà. Mais ça y est, on a casé. Et celui de Russie? Staline. On a casé tous nos grands bonhommes, hein? Churchill, Roosevelt, Staline, le général de Gaulle. Bon, on a tout ça, bien en vue. Alors, les États-Unis ne sont pas contents, déclarent la guerre au Japon, mais le Japon est allié avec l'Allemagne. Donc automatiquement, c'est la guerre aussi. Et pourquoi les États-Unis vont être pour nous une source d'armement? Eh bien, pour la bonne raison qu'ils vont se transformer en usine de guerre. Ils vont fabriquer du matériel de guerre tant qu'ils peuvent. Avant, il y avait l'Angleterre qui fabriquait du matériel de guerre. Oui, mais l'Angleterre, elle n'est pas loin de l'Allemagne. Et comme elle n'est pas loin de l'Allemagne, les Allemands, ils bombardaient en priorité toutes les usines de guerre. Or, les États-Unis sont séparés de l'Europe par l'océan Atlantique. Je pose souvent cette question. Combien il y avait d'avions qui avaient traversé l'Atlantique Nord avant 1940? 2,5. Hein, le troisième n'est pas arrivé au bout. Il y avait Lindbergh qui avait réussi en venant des États-Unis, poussé par les vents d'ouest, et puis Nagesser et Colli et Coste-et-Bellonte, mais il y a des équipages qui n'est pas arrivé. Donc les bombardiers allemands, ils ne peuvent pas arriver jusqu'aux États-Unis. C'est lourd un bombardier. Ils ne peuvent pas arriver jusqu'aux États-Unis et bombarder les États-Unis. Le Pacifique, est-ce qu'il est plus large que l'Atlantique? Bien sûr, il est 2 fois plus large. Ça, vous l'apprendrez quand vous serez en seconde. Et puis, vous vous rappelez, l'année dernière, il y a un marin breton qui l'a traversé à la rame. Le Pacifique, il a mis 2 fois plus de temps que pour l'Atlantique, il est tellement grand. Les Japonais ne pouvaient pas venir bombarder les États-Unis en Californie, où il y avait les grosses usines Boeing. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, les usines Boeing? Des avions, bien sûr, toujours comme ça maintenant d'ailleurs, mais c'est des avions civils. Donc les États-Unis vont devenir un arsenal. Et arsenal, passant par le Canada, qui fait partie de l'Angleterre, en somme, ensuite le Groenland, ils arrivent en Écosse, après c'est déjà en Angleterre. Il faut que ça nous arrive à nous. Ça, c'est les 2 événements de 41 importants. Comment ça va nous arriver à nous? Je le dis en passant, par des parachutages. On ne peut pas prendre le bateau et puis s'amener en bateau en France. Par des parachutages. Et ces parachutages, ils vont être très compliqués parce que je vous expliquerai dans un instant que les contacts avec l'extérieur, dans ce pays fermé où on était, ça ne va pas être tellement commode. Alors, événement de 42,
il y a un premier... Alors là, ça nous amène déjà dans la résistance, déjà. Tous les communistes qui étaient un petit peu... il y en a qui n'étaient pas tellement d'accord pour entrer dans la guerre, et puis tous ceux qui disent avec les États-Unis, ça y est, on va gagner. En 1942 se passent deux événements importants. Le premier, c'est au mois de juillet 1942, ce qu'on va appeler la rafle du Vélodrome d'hiver. Cette rafle du Vélodrome d'hiver, c'était, les Allemands avaient demandé au gouvernement Pétain de leur livrer 14 000 juifs. Et le gouvernement Pétain avait dit à son chef de la police, qui s'appelait M. Bousquet, de faire ramasser avec les policiers français 14 000 juifs. Et ils en avaient cherché partout, et pour en arriver à en avoir 14 000, alors que les Allemands avaient dit on veut des juifs de plus de 16 ans, ils avaient raflé les très vieux, même les malades, et puis les bébés. Les bébés, les petits-enfants, tout cela s'était ramassé. Alors ça va faire un drôle d'effet aussi en France. Il y a un certain nombre de gens qui étaient restés bien calmes. Par exemple, des gens de l'Église catholique. Les protestants, ils avaient tout de suite aidé. Mais dans l'Église catholique, il y avait eu un moment de calme parce que les évêques, même des prêtres, mais surtout les gens haut placés dans l'Église, c'était dû, après tout, les juifs, c'est pas des chrétiens. Si on les chasse de l'enseignement, après tout, il y a des juifs partout, il y avait une propagande qui racontait ça. Ils n'avaient pas bougé. Mais ensuite, leur cœur de chrétien, de charité, leur a dit, mais c'est moche ce qu'on fait, on ramasse des gosses. On ne peut pas dire qu'un bébé, c'est un ennemi du Reich, ça ne va pas, cette affaire-là. On n'est pas d'accord avec ça. Et ils avaient commencé d'expliquer aux gens qui fréquentaient les églises qu'il fallait les aider, ces juifs-là. Donc ça va nous amener encore des gens dans la résistance. Et puis au mois de novembre 42, c'est le 4e événement que je vous passe, 2 en 41, maintenant j'en trouve 2 en 42. Au mois de novembre 42, les Anglais et les Américains débarquent en Afrique du Nord. C'est drôlement difficile tout ce que je vous explique, mais vous avez l'air d'écouter bien gentiment. Comme je vois pas ceux du fond, je ne sais pas s'ils dorment, mais je ne crois pas, hein, parce qu'ils ronfleraient, j'entendrais à ce moment-là. Alors, débarquent en Afrique du Nord, et on se dit, il y a des gens qui étaient admiratifs du maréchal Pétain, qui lui obéissaient, qui avaient accepté de prêter un serment de fidélité au maréchal Pétain. C'est les gens qui sont habitués à obéir, qui sont habitués à la discipline. Qui c'est les gens qui sont les plus disciplinés dans le corps social? Les militaires, très bien. L'armée, c'est très bien. Eh bien, les militaires, les capitaines, les commandants, les colonels, les généraux, ils disaient, Pétain, c'est notre chef, on lui obéit, on ne peut pas désobéir à Pétain. Mais quand ils ont vu les Alliés arriver en Afrique du Nord, ils se sont dit, le maréchal Pétain va prendre un avion et hop, vite fait, il va se retrouver à Alger, auprès du général de Gaulle. Il va se retrouver avec les Alliés, disait-on auprès de Gaulle. Il va se retrouver avec les Alliés. Alors là, maintenant, on est libéré, on va aller avec lui. Et bien, Pétain, il n'est pas parti. Il habitait l'hôtel du Parc à Vichy, et il est resté à l'hôtel du Parc. Et de là, il a décidé, il a ordonné aux Français de ne pas quitter la France, et il a fait 2 autres choses très graves. Il a ordonné aux militaires de livrer les armes qui étaient dans les casernes aux Allemands, alors que les résistants, on attendait. Il y a quelques généraux, quelques officiers qui n'ont pas obéi et qui nous ont donné leurs armes. Mais il y en a beaucoup qui ont encore obéi à ça. Et puis il a décidé qu'il fallait détruire la flotte française et elle a coulé en rade de Toulon. Alors ces militaires-là, novembre 42, ils ont dit ça va plus. Nous, on devient opposants. Ils ont protesté, ils ont informé et ils sont organisés comme on avait fait nous 2 ans avant. Ils ont fait ça et ils ont créé une organisation militaire de la résistance, ça s'appelle ORA, Organisation de résistance de l'armée. Et vous voyez comme ils venaient de loin, ces militaires. Je vous donne un seul tout petit exemple. Celui qui est devenu le chef de cette organisation, qui est d'ailleurs mort en déportation. Les nazis, la Gestapo l'a arrêté, il est mort en déportation. Il s'appelait le général Frère. Eh bien, le 3 août 1940, c'est lui qui avait présidé le tribunal qui avait condamné De Gaulle à mort, comme déserteur. Voyez le chemin qu'ils ont fait, les militaires, obéissant à Pétain. Le 3 août 40, un tribunal militaire avec le général Frère condamne De Gaulle à mort, pendant que De Gaulle était en train de faire une armée des Français libres. 2 ans après, au mois de novembre 42, le même général Frère prend la tête de la résistance de l'armée. Et il en fait tant que les nazis l'arrêtent et qu'il meurt en camp de concentration, à Mauthausen, je crois, il est mort. C'est important, ces 2 événements-là. Mais
sur le front de l'extérieur, et c'est avec ça que je m'arrêterai pour que vous puissiez parler vous aussi, il va se passer encore quelque chose de très important, c'est que les Allemands, leur armée, elle occupe une partie de l'Europe, mais d'autre part, elle est obligée de se battre contre les Russes. Et les Russes, ils ne se laissent pas faire, ils se défendent. Et puis on est en hiver, par un hasard. Des fois, les hivers sont très durs, des fois, ils sont très doux. Dès le mois d'octobre 42, il s'est mis à neiger. Dès le mois de novembre, il s'est mis à geler. Et il a gelé si fort que tout le matériel, l'huile, tout ça, le matériel roulant ne pouvait plus avancer tellement c'était gelé. Et puis les soldats, ils gelaient, ils attrapaient des bronchites, des pneumonies, ils mouraient de maladies, ils mouraient aussi en se battant. Dès qu'ils avaient la moindre blessure, ils étaient condamnés parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Et l'armée allemande, finalement, est obligée de capituler. Il y a toute une armée allemande qui va capituler au cours d'un siège fameux qui s'appelle le siège de Stalingrad. Cette ville, elle ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais elle s'appelait Stalingrad à ce moment-là. Alors Hitler et l'état-major allemand, ils ne veulent pas laisser tomber cette affaire. Ils disent, on est en Russie, il est évident qu'on va y rester, mais il faut des soldats. Alors l'état-major nazi va chercher en Allemagne des hommes costauds, encore valides, qui ne sont pas encore des soldats, pour leur mettre un uniforme pour qu'ils aillent se battre. Où est-ce qu'ils vont les trouver, ceux-là? Surtout. Où est-ce qu'il peut y avoir encore des hommes costauds et qui ne sont pas des soldats? Non, dans les camps, ils ne sont pas costauds. Dans les usines. Attends, les pays envahis, ça vient après. Dans les usines de guerre. Pour faire la guerre, il faut du matériel. Il y avait donc des ouvriers allemands qui travaillaient dans les usines de guerre pour fabriquer des obus, des tanks, enfin tout ce qu'il faut pour faire la guerre. On leur met un uniforme, les voilà partis sur le front de l'Est. Oui, mais alors, s'il n'y a plus d'armes, comment est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va parler des pays envahis. Ils vont faire une propagande énorme, les nazis, pour que dans les pays envahis, des troupes se forment. On ne leur dit pas qu'ils vont se battre pour l'Allemagne, on leur dit qu'ils vont se battre contre les Russes, contre le communisme, parce que c'est comme ça qu'ils parlaient. Ils vont se battre contre le communisme. Alors, ça ne marche pas bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Oui, ben là encore, Pétain et son adjoint qui s'appelait Laval vont se distinguer, ils vont proposer aux Allemands d'envoyer des Français. Et ils vont dire, on va vous en envoyer des qui sont drôlement solides et prêts à faire ce qu'il faut. Où est-ce qu'ils vont les trouver? Eh bien, ils vont leur expliquer, vous nous avez vaincus en 40, donc on n'a plus fait de service militaire, il n'y a plus d'armée, donc il n'y a plus de service militaire. Donc les jeunes gens qui avaient 20 ans en 40, 20 ans en 41, 20 ans en 42, ils n'ont pas fait de service militaire. C'est pas bien parce que c'est une obligation pour la jeunesse. Eh bien, ils vont faire un service du travail. Et le service du travail, ça va être d'aller dans les usines de guerre en Allemagne. Et ils ont commencé d'expliquer ça aux Français en leur disant, si vous y allez, ça fera revenir des prisonniers. Ils ont appelé ça la relève, mais c'est trop difficile, je laisse tomber cette affaire-là. Ça n'a pas été non plus la joie. Alors, quand ils ont vu ça, Laval a dit, mais ce service du travail, il est obligatoire, puisqu'avant la guerre, c'était obligatoire de faire le service militaire. Ce qu'on appelle le service national maintenant, c'est obligatoire à 20 ans d'aller se présenter, puis de passer les tests et ensuite d'être soldat. Alors c'est obligatoire. Service du travail obligatoire, on va retenir que les initiales, S-T-O. Hein? S-T-O. Ah ben voilà, un Parisien ou quelqu'un qui habite Poitiers se dit, mais moi j'ai une grand-mère à la campagne, et oh j'ai un vieil oncle qui a une ferme là, bien cachée dans le Perche. Tiens, j'ai besoin d'aller le voir, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et hop, ils y vont, au lieu de se présenter à la gare pour partir en Allemagne. Et on va avoir comme ça un tas de jeunes qui vont aller se cacher, tout simplement se cacher parce qu'ils ne veulent pas partir en Allemagne, premièrement faire des obus pour les ennemis, et deuxièmement risquer de se faire écraser par l'aviation alliée anglo-américaine qui bombarde en priorité les usines de guerre. Ça va de soi. Hein? Alors, ceux-là, ils partent comme ça. Et puis, il y en a des tas qui n'ont pas de grand-mère, qui n'ont pas de grand-père, qui n'ont pas d'oncle à la campagne. Ceux-là disent, il faut qu'on se cache encore plus loin, et on va aller se cacher dans les montagnes. Ils vont se rappeler les histoires de la Corse. Vous savez, en Corse, maintenant on ne lit plus Colomba, mais c'était un roman corse sur la façon dont on se venge de famille à famille. Et on prenait le maquis, c'est-à-dire qu'on se cachait dans la montagne corse, au milieu des arbres et des buissons. Et ils vont dire, on prend le maquis. Et nous autres, dans la résistance,
avec notre petite armée secrète qui avait de temps en temps une arme, qui commençait à s'entraîner, qui n'était pas encore très puissante, on va voir arriver des jeunes gens en grande quantité qui s'en vont dans les maquis d'Auvergne, du Massif central, du reste du Massif central, des Alpes, des Ardennes aussi, même dans les petits bocages du Perche, en Bretagne aussi, qui vont se cacher là et qui vont dire « mais nous aussi on veut se battre, on n'est pas d'accord ». Et on va avoir à ce moment-là une armée secrète tellement agrandie qu'on va finir par en faire quelque chose de très important. Et ça se passe début 43. Et début 43, aussi bien la résistance française que De Gaulle, hors de France, se disent « mais c'est formidable, nous on a convoqué au départ les jeunes gens, les hommes en âge de se battre pour faire une France libre, ensuite on s'est demandé ce que c'était, toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces vieux, tous ces riches, tous ces pauvres, tous ces gens de métiers différents qui ne sont pas d'accord avec Pétain, qui ont des petits journaux. On a entendu la propagande nazie les traiter de terroristes, où tout le monde était juif, où tout le monde était communiste. Je montrerai une affiche tout à l'heure. Mais c'est autre chose, ils représentent quelque chose d'important, parce que maintenant, voilà que les jeunes, il y en a quelques-uns qui passent les Pyrénées, qui viennent, mais voilà qu'ils font une vraie armée. Mais il faut qu'on les mette tous ensemble pour qu'ils fassent une force énorme. Et ça va être le travail de Jean Moulin.